bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Dans cet épisode, qui sera en 2 parties, je reçois Marie. Marie est la cofondatrice et vice-présidente de l'association Stop Bébé Secoué. Dans le premier épisode de l'interview, Marie nous livre avec dignité ce que son bébé a vécu. Elle revient sur ces journées où tout a basculé, comment elle est passée d'une vie de famille recomposée, trouvant tout juste son équilibre, au chaos et à l'enfer. De la peur à l'assourdissement, à la rage, à la tristesse, Marie nous explique ce qu'ils ont vécu. Car c'est bien une famille qui est impactée à tout jamais par cet acte de maltraitance. L'épisode, plein de pudeur, est tout de même riche en émotions. Et si le sujet est trop difficile pour vous, je vous conseille d'écouter directement le 2e épisode. Dans la 2e partie, nous évoquons l'après, cet après parfois oublié des médias ou des statistiques. Nous avons évoqué son engagement associatif, l'aspect juridique long, épuisant, et la reconstruction d'une famille, d'une femme, le suivi de son enfant. Ces épisodes sont l'idée même que j'ai d'Elles agissent. Vous faire connaître ces femmes du quotidien qui font bouger les choses, parfois en se battant, parfois la boule au ventre ou les larmes aux yeux. Merci Marie pour ce moment. C'est un épisode que je considère d'utilité publique, car il y a encore tellement de choses à faire. Écouter, partager et s'engager. Bravo Marie, pour tes actions, tu es vraiment une femme qui agit. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie. En plus, ça fait un moment qu'on essaie de se caler ce moment. Et là, ça y est, on a réussi. Donc, je suis ravie. Marie, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es de la manière dont tu souhaites, que ce soit personnellement ou professionnellement? Alors, je suis effectivement Marie, j'ai 34 ans. Je suis la maman d'un petit garçon qui est né en 2017 et je suis aussi la belle-maman d'un garçon qui est né en 2010. J'ai repris mon activité professionnelle il y a peu de temps, il y a 6 mois, donc je suis responsable de clientèle dans le milieu bancaire. Et j'avais mis donc ma carrière professionnelle en stand-by pour m'occuper de mon petit garçon qui a eu besoin de moi pendant un certain temps. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Oui, alors en 2017, je deviens maman en début d'année, fin février. Les joies et les tracas d'être confraternité à bien des égards. Et puis, comme toute maman, arrive un moment où il faut reprendre l'activité professionnelle. Donc Tu travaillais avant aussi? Oui, tout à Ouais, fait. En fait, d'accord. j'avais une carrière dans la partie assurance, du coup, D'accord. et un métier que j'adorais, mais du coup un métier très prenant et qui faisait que je me disais déjà que ce serait difficilement compatible avec une vie de maman. Mmh. Je savais toujours à quelle heure je commençais, mais jamais à quelle heure j'allais rentrer. Mmh. Et on va dire que c'est passé aussi un gros bouleversement dans ma vie en devenant maman. C'est que moi qui m'étais toujours dit que je me verrais pas m'arrêter de travailler, que ma carrière était primordiale et qu'il faudrait que j'arrive à trouver de la place pour mes enfants au sein de ma carrière. Finalement, tout avait changé. C'était comment vais-je trouver les forces d'aller travailler chaque jour et de faire autre chose que d'être une maman. Donc voilà, le tsunami de la maternité. Et passer par toi. Exactement, exactement. Et puis, le papa aussi, qui lui avait la possibilité à l'époque de me soutenir, mais bon, c'était son rôle aussi. Mmh. Mais bon, bien souvent, c'est la maman qui a le congé maternité et le papa qui est là quand il peut. Et là, papa avait fait en sorte qu'on puisse avoir ce temps et vraiment un temps de qualité. Enfin, avec du recul, je me dis c'est une chance. On avait un bébé qui souffrait de régurgitation interne. Ça lui avait brûlé tout l'œsophage. Il avait été mis sous Inexium très tôt, à 2 mois. D'accord. Et finalement, il y a aussi les pleurs et tout ce qui va avec qui sont compliqués. Et ça, on a pu le vivre ensemble. Enfin voilà, moi j'ai eu un conjoint très très investi dans son rôle de père. Pour lui, c'était pas une découverte puisque, comme je le disais, lui a déjà un fils. Oui. Et on avait aussi, à la fin de la grossesse, trouvé un mode de garde par le biais de l'entourage, quelqu'un qui disposait de tous les agréments nécessaires pour accueillir notre fils à son domicile. Mais ça, c'est vrai que c'était pour nous un tracas de moins. Oui, c'est sûr. Voilà. Le fait psychologiquement, avant l'accouchement, d'avoir signé un contrat,
de savoir que j'avais déjà quelques mois autorisés par le congé légal, mais que moi j'avais décidé du coup de prolonger de 2 mois avec un congé parental pour porter aux 6 mois de mon fils et à la disponibilité de l'assistante maternelle. C'était, on va dire bien huilé, bien roulé, on savait où on allait et c'était plutôt rassurant. Ouais. Et donc, aux 6 mois de mon fils a commencé cette garde, une garde qui finalement n'a pas duré très longtemps. Quelques jours sur une semaine, plus une semaine complète et après ça s'est brutalement arrêté. Mmh. Parce que du coup, un soir en rentrant, plutôt tard du travail, j'ai retrouvé, mon mari avec mon fils, qui avait l'air un peu dépassé, me disant que la journée chez la nourrice avait été très difficile et que depuis qu'il l'avait récupéré, il avait vomi plusieurs fois, il était tout mou, ça allait pas. Il m'attendait pour savoir est-ce qu'on appelait SOS médecin, qu'est-ce qu'on faisait? Il avait l'air un peu débordé alors que c'était pas trop son style. Mais Ouais. bon, ça fait bizarre effectivement, hein, un petit loulou de 6 mois qui est malade pour la première fois, c'est impressionnant. Et puis finalement, alors je vais pas pouvoir tout détailler parce que c'est assez long, mais en l'espace de quelques jours, on est allé donc voir le médecin traitant. On est allé aussi aux urgences pédiatriques du CHU de notre ville parce que son état nous inquiétait. Il a eu un petit regain d'énergie, ça allait mieux au bout de 3-4 jours, donc on s'est dit: effectivement, les urgences pédiatriques, nous ont bien fait comprendre qu'on était des parents trop flippés. Donc on s'est dit peut-être qu'ils avaient raison, qu'il fallait pas s'inquiéter plus que de raison. Ouais. Et en fait, un mardi matin, j'ai fait des petites photos de mon fils pour envoyer à la famille en disant: «Bon, ça a l'air d'aller mieux, la vilaine gastro, est passée, il retourne chez nounou». Et en fait, c'est les dernières photos de mon fils que j'ai, comme un petit garçon normal, enfin de l'avant en tout cas, de la Mmh. première phase de sa vie, puisque ce soir-là, en fait, il a été récupéré par mon mari parce que personne ne nous a appelés dans la journée. On nous avait juste envoyé une photo, je me rappelle une photo qui m'a fait pleurer quand je l'ai reçue au travail, de mon fils endormi, mais endormi très pâle, c'était écrit: «Après la colère», 3 petits points. Donc je suis au travail, je reçois ça du portable de l'assistante maternelle. Ouais. Incompréhensible et puis un peu flippant. Du coup, enfin, ma première réaction, c'est de me mettre à pleurer, de me dire: «Mince, qu'est-ce qui se passe, ce petit loulou?» Enfin, d'envoyer un message, prendre des nouvelles et puis de dire à mon mari: «Écoute, il va pas trop tard, voilà, Ça a il pas a l'air eu». d'aller mieux, Ouais, voilà. ça a Ouais. pas l'air d'aller mieux. À aucun moment en imaginant quelque chose de très grave, hein, Ouais, puisqu'on ouais. avait aussi eu le corps médical avec nous. Et finalement, ce soir-là, quand je suis rentrée, il était vraiment méconnaissable. Il a vomi plusieurs fois, donc j'ai un petit corps, hein, un petit bébé Mmh. de 6 mois pour remettre dans le contexte, qui vomit quelque chose comme j'ai jamais vu de ma vie. Ça part très, très loin, ça part loin, ça inonde le parquet, enfin, c'est à se demander ce qui se passe. Retour aux urgences en catastrophe et puis, pareil, non, non, faut le surveiller, faire attention qu'il se déshydrate pas, mais c'est normal, c'est une gastro. Donc bon, moi, je ne suis pas retournée travailler. J'ai passé, un peu plus de 24 heures à le veiller. On avait fait un petit camping dans le salon avec le canapé et finalement, c'est son pédiatre par téléphone quand j'ai fini par rappeler en disant: «Écoutez, je m'inquiète, on me parle de virus, je suis allée au CHU, enfin voilà, je suis pas bien, je sens qu'il y a quelque chose, mon fils est méconnaissable» et souvent enfin, il est surtout très absent. Il est Ouais. pas là du tout, il se nourrit à peine, il ne garde rien et il y a plus de phase éveillée, enfin, je me dis: «C'est pas normal». Alors, Ouais. tout en sachant qu'on n'est pas du tout du milieu médical ni l'un ni l'autre, donc on se disait: «On écoute, hein, mais c'est». Et là, en fait, en posant quelques questions par téléphone, le pédiatre nous dit: «Vous retournez au CHU tout de suite et vous dites que vous venez de ma part». Donc là, branle-bas de combat, on habite à 20 minutes du CHU, on y retourne et puis, là, il y avait aussi à ce moment-là, des symptômes assez visuels. Il avait Mmh. un petit œil qui était bloqué vers l'intérieur, enfin des choses qui, du coup, n'ont plus aucun rapport avec une gastro. Mmh. Il aura fallu attendre, de voir ça pour être entendu par le CHU et là, du coup, on est arrivé sur l'heure du midi et tout s'est très, très vite accéléré. On nous a parlé du cerveau, on nous a parlé d'une atteinte neurologique, on nous a parlé du fait que là, son cerveau était en pression intracrânienne, qu'il fallait absolument intervenir pour faire diminuer la pression. On a vu, sur les machines les battements de son cœur, diminuer jusqu'à ce qu'on nous emmène en salle de déchocage et jusqu'à ce qu'on nous dise: «Là, votre fils est en train de mourir. On doit vous faire signer ces papiers parce qu'il faut une intervention tout de suite. On doit, en fait, concrètement, lui ouvrir la tête et faire diminuer, la pression intracrânienne pour lui sauver la vie». OK, on a signé tout ce qu'il fallait signer. C'était très, très, très brutal. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Quel Ouais. choc, tu passes de, plusieurs jours, Ouais, tu sais pas, en fait, à c'est c censé ouais, être une gastro, voilà. tu Ouais. te sens moqué un peu. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit: Mmh. «Bon, d'accord, peut-être que je fais partie de ces mères trop flippées, mais c'est quand même hyper impressionnant».
bon, je suis quand même pas seule et isolée dans ma maternité. J'ai envoyé des petits messages à des amis ou à ma maman à distance, des petites photos et tout le monde m'a dit: «Écoute Marie, c'est très bizarre. Enfin, moi mes enfants ont eu des gastro, ça a jamais été comme ça». Mais bah, tu te dis après: «Tu es qui pour insister avec les médecins? Tu y es allée, tu as payé, tu y es retournée, on s'est foutu de toi». Enfin, tu peux pas non plus, enfin, moi j'étais là en mode: «Bah, du coup, je peux rien faire d'autre si ce n'est appliquer ce qu'on m'a demandé». Et en fait, avec du recul, je leur en veux beaucoup et c'est aussi aujourd'hui une des raisons qui font que je suis très investie dans plein de choses, c'est que Mmh. j'en veux au corps médical. Je sais qu'ils sont débordés. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de parents flippés aussi qui se présentent à eux. Maintenant, il y a des choses à entendre, des choses à écouter et des examens sûrs à passer, des examens qui ne coûtent rien. Mais certaines choses, notamment liées au syndrome du bébé secoué, où tu peux justement interpréter les signes. Et donc, je viens de le prononcer, mais c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, tu es à l'hôpital, tu viens de signer tous les papiers parce que tu dis ton enfant vient de t'annoncer qu'il est en train de mourir. Tu comprends pas ce qui se passe, mais ils peuvent encore le sauver. Donc, bah, il se passe 2-3 heures d'opération où tu sais pas si on va te ramener ton bébé ou si on va venir t'annoncer qu'il est mort. Et là, en fait, après, on commence à te dire très rapidement, est-ce qu'il est tombé? Est-ce que l'un de vous lui a fait du mal? Est-ce que vous l'avez secoué? Alors, très honnêtement, alors avec du recul, hein, j'essaye de me remettre Ouais, à ouais, cette bien sûr. période il y a 5 ans. Est-ce que je l'ai secoué? Bah, je sais pas, quand je le fais rôter, je fais ça. Enfin, là, tu te dis: «Putain, Oui, mais tu qu'est-ce que te j'ai fait? Qu'est-ce ouais. que j'ai fait?» Enfin, vraiment, moi, ma première réaction, c'était ça, c'était: «Qu'est-ce que j'ai fait à mon bébé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Il est pas tombé, ça, c'est sûr». Donc tu questionnes le papa: «Il est tombé quand il était avec toi?» «Bah non, pas du tout». Enfin, du coup, tu essayes de remonter un peu le fil. Bah, depuis quand ça date? Bah là, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah non, rien de particulier. Puis là, tu dis qu'il vient de commencer une garde chez une assistante maternelle. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Et en fait, là, déjà, tu sens une sorte de malaise. Tu sens le malaise déjà des questions posées par le corps médical, mais quand tu sais que toi, alors la seule certitude que tu as, c'est ce que toi, tu as fait ou pas fait. Ça, Mmh. c'est la seule chose dont tu es sûr. Se passe entre le conjoint certaines questions que tu as besoin de poser pour entendre les réponses et pour jauger. Et après, là, je sais pas comment l'expliquer, même s'il y a une sorte de déni quand même lié à la maltraitance, mais là, tu sais. Tu sais quand même que le malaise s'est installé, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu te rappelles aussi que tu as prévenu l'assistante maternelle que ton enfant était dans un état très grave à l'hôpital et que tu pas eu de réponse suite à ce message. Enfin, et là, tu regroupes un petit peu et puis là commence une autre phase. Une fois que, il l'opération de 3 heures, c'est ça, se passe, on revient vers toi et là, on te dit quoi? Bah là, déjà, on nous ramène notre bébé en service de réanimation pédiatrique. Donc déjà, bah, Soulagement. grande Mmh. joie, Bah, première ouais. joie avant toute autre chose, notre Et fils est oui. vivant. À ce stade-là, on nous dit que notre fils est vivant, mais qu'il gardera, alors le mot c'était, il gardera des handicaps à vie de ce qui vient de se produire. Là, coup de massue, hein. Moi, je me suis dit: «Bon, mon fils est vivant, mais on vient de me couper les jambes». Mmh. Moi, dans ma tête, handicap, c'est il pourra jamais parler, il pourra jamais marcher. Enfin, tu Oui, penses qu'est-ce à que ça toutes veut dire? voilà, tu Mmh. penses à des handicaps très lourds. Tu sais pas, en fait, hein, il Mais gardera oui. d'handicap à vie, mais quoi donc? Bah, à ce stade, on peut pas vous dire. Il sera suivi toute sa vie, OK. Bon, là, déjà, tu comprends bien il y avait un avant dans ta vie et il y aura un après. Tu sais pas encore comment, mais tu as bien Tu l'as compris. compris tout de suite? Ouais. Bah, à ce moment-là, en fait, tu là sans être là parce que c'est très mécanique tout ça. Ça se passe en tellement peu de temps. Finalement, tu passes d'un enfant malade qui est suivi à un truc très grave, Oui. à est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il est vivant? Bon, bah, il est vivant. Bon, bah, par contre, il va gagner handicap à vie. D'accord, mais quel handicap? Faudra suivre. Enfin, si tu veux, je crois que vraiment le Trop. cerveau humain, il est pas prêt pour ça et on réagit tous différemment. Mon mari a très vite compris qu'il s'agissait de maltraitance et lui, il a eu de la haine et des envies de vengeance très, très vite. Moi, Mmh. j'étais très focus sur mon garçon et je pense que je voulais faire abstraction du reste parce que c'était trop violent. C'est arrivé quelques jours après où justement, j'ai failli être hospitalisée aussi à cause de cette arrivée un peu brutale dans mon cerveau. Quand j'ai réussi à mettre tout en place et que j'ai compris ce qu'il en était réellement, c'était trop dur. Vivant. Il est là, on peut lui changer des couches, on peut le nourrir, il sourit de nouveau. Donc l'opération, effectivement, bah, c'était pas une gastro parce que l'opération a fonctionné, donc il avait quelque chose de plus grave. Ce plus grave, on m'a parlé de secouement. On vient de m'expliquer en me mimant l'acte sur des peluches, ce que mon fils avait vécu. Mais j'y croyais toujours pas. Pour moi, c'était une sorte de maladie, c'était quelque chose. Et là, on me prouvait à mesure que les jours passaient que bah, on a fait telle recherche, c'est pas ça. On a étudié, c'était pas un excès de liquide céphalorachidien, c'était du sang. C'est le cerveau de votre petit garçon qui a saigné. Il a des problèmes oculaires parce qu'il a du coup des veines qui relient en fait les yeux au cerveau. Hein, il y a des veines ponts, il y a des veines rétiniennes, il y a plein de choses. Tout ça, ça a été arraché sous le coup de la pression, sous le coup de la violence de l'acte qu'il a subi. Et là, en fait, bah, t'as pas d'autre choix. Hein. C'est bien fait aussi, c'est-à-dire que t'es 12 jours en service de réanimation.
tu passes entre les mains des services de protection infantile et petit à petit aussi pour orienter l'enquête, bien entendu, j'en ai conscience, mais aussi pour que toi, en tant que parent, tu comprennes réellement ce qui est arrivé à ton fils et que tu sortes du déni, en fait. Le déni dans lequel tu te mets pour te protéger, surtout parce que c'est beaucoup trop violent de comprendre et de vivre avec le fait qu'on a fait du mal à ton enfant. Mmh. Et ton mari, donc tu me dis, n'a pas eu cette phase de déni finalement. Il a tout de suite. En Oui, fait, est-ce qu'il a eu une phase peut-être après différente il comment... Ouais. était très très inquiet, lui, de ce qui se passait. Et lui, très vite, il m'a dit, elle lui a fait du mal. Elle lui a fait Mmh. du mal, c'est obligé, elle lui a fait du mal. Et moi, en fait, je voulais pas qu'on parle de ça. Je voulais Mmh. pas qu'on parle de ça. Là, l'idée, elle était pas là. Là, l'idée, c'était notre fils. C'était déjà, enfin, le peu de temps qu'on arrivait à s'accorder tous les deux quand la famille nous relayait, c'était d'aller boire un petit café et de penser à la suite. Va falloir que l'un de nous deux s'arrête de travailler. Moi, je voulais parler que de ça. Je voulais parler de notre avenir. Là, je me disais, ça y est, on a un avenir avec notre fils. Il y a moins de 24 Ouais. heures, c'était même plus sûr. Et moi, je me disais, si j'ai plus d'enfants, je meurs aussi parce que je peux pas vivre avec ça. Donc, je me disais, moi, traverser un deuil comme ça, c'était déjà inenvisageable pour moi. Enfin, voilà. En le moins de 24 heures, je me suis dit, je vais perdre mon fils, je vais me suicider. Mon mari Mmh. va pas tenir, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, ah bon, en fait, on a un avenir. Par contre, ne parlons pas du reste. Et lui, mon mari, je pense, beaucoup plus terre à terre. Il n'avait pas besoin, je pense, de se protéger. Euh, Moi, j'ai conscience, hein, j'en rigole parce que j'ai dû travailler là-dessus après, mais j'ai eu besoin de me mettre dans ma petite bulle de protection pour pas vriller. Et lui, du coup, heureusement, a été très soutenu par ma famille, par ses amis, enfin, pour déjà pas faire de bêtises, parce que lui, en fait, lui, il a eu que ça en tête très très rapidement. Il Ouais. Une restait que à l'hôpital. vengeance. Oui, Mmh. tout de suite. Et moi, je lui dis, je peux pas me concentrer sur toi. Là, j'ai besoin de nous. Je peux pas faire en sorte que, voilà, de te Tu laisser dans le droit chemin. Donc, il a fallu prévenir nos amis parce que, quand mon mari devait arriver à l'hôpital et qu'il n'arrivait pas, tout de suite, on se disait tous, il est parti là-bas, quoi. Et on va avoir en Ouais. plus, mon mari en prison parce qu'il va avoir tué quelqu'un. Enfin, donc ça a été très, très dur à gérer. Et en fait, ce qui a fait beaucoup vriller mon mari, c'est que dans ces affaires-là, si tu veux, au démarrage, vraiment, c'est l'enfant sur lequel on doit se concentrer. Ce qui est bien logique, c'est lui la victime. Et du coup, il y a une affaire judiciaire qui s'enclenche parce que le CHU doit faire un signalement de maltraitance sur enfant. Oui. Et tout ça, on l'avait pas compris. En tout cas, moi, c'est certain, je l'avais pas compris que dans la mesure de protection de notre enfant, il faudrait nous le retirer. Il faudrait nous le retirer le temps d'y voir plus clair. Et moi, je pensais qu'on allait pouvoir rester avec lui à l'hôpital, enfin, qu'on le ramènerait pas chez nous, d'accord, mais j'avais pas compris la suite. Et en fait, mon mari l'avait compris. Et quand j'ai eu justement une crise de nerfs en comprenant toute la violence qu'il venait de subir et toute celle que nous, on était en train de vivre, lui, en fait, enfin, je me rappellerai toujours, il m'a pris dans ses bras, il avait un sourire gentil. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux qu'en fait, il ne m'avait rien dit parce que lui avait très bien compris et qu'il voyait que moi, j'étais pas prête. Ouais. Donc voilà, lui a été, je pense, beaucoup plus terre à terre et Mmh. beaucoup plus protecteur aussi pour moi, alors que ce qu'il vivait, c'était dramatique aussi. Et, euh, et voilà, je t'en parle avec émotion parce que c'était il y a pile poil 5 ans. Il y a Et oui. 5 ans, à cette date-là, notre fils nous était retiré, il était placé. Et ça, Et c'est quelque chose, oui, aussi, dont on parle peut-être moins. C'est-à-dire qu'on parle très souvent de l'acte parce qu'il est aussi marquant, il sensibilise, hein, et c'est important. Et bien sûr, puis, voilà, évidemment, on remet pas ça en cause. Mais il y a tout ce que vous vivez aussi, comme tu le décris extrêmement bien, l'après et le moment et l'après. Et c'est vrai que vous vivez plusieurs tsunamis en même temps. Et moi, j'avais une question aussi, c'était de savoir si justement des choses étaient mises en place pour vous. Alors, tu vas me dire, il y a une procédure judiciaire, donc là, on se préoccupe pas de votre santé mentale, mais est-ce que c'est mis en place à un moment donné ou pas du tout? écoute, très très peu parce que cette fameuse procédure fait que tu as une infirmière du CHU qui te reçoit. Moi, j'étais en phase en plus d'autodéfense à ce moment-là parce que j'avais compris que du coup, j'étais suspectée au même titre que la personne qui gardait mon enfant. Et du Mmh. coup, je le sentais pas du tout comme une aide, un soutien. Je le sentais déjà comme un interrogatoire. Donc, j'étais pas dans de bonne posture pour me livrer. Et avec du recul, je peux te dire que j'ai des gens incroyables autour de moi, une famille et des amis incroyables qui, eux, nous ont aidés. Sinon, t'es complètement largué. Non seulement ils sont là pour t'empêcher d'aller tuer quelqu'un, après ils sont là pour t'empêcher de faire une bêtise par rapport au placement de ton enfant, parce que le discours que tu entends au CHU, c'est que de toute façon, à ce stade, t'es suspecté autant
que l'assistante maternelle, que c'est déjà une chance que tu aies le droit d'être avec ton enfant. Moi, j'ai fini par faire une crise de nerfs où ils ont fait sortir ma famille et où c'était pas méchant, hein, mais où on m'a claqué le visage pour que je revienne à moi et où on m'a dit, si vous vous calmez pas tout de suite, on va être obligé de vous hospitaliser, vous ne pourrez pas être avec votre enfant. Ça a été une phrase, tu vois, qui m'a fait revenir à moi parce qu'effectivement, c'était vraiment quelque chose pour moi d'insupportable d'être séparée de lui. Et là, j'avais des réactions physiques parce que justement, mon cerveau, je pense, était en vrille totale et c'était mon physique qui le prenait. Après, il a fallu, enfin, physiquement vraiment, hein, ce que je te dis, c'est des choses vécues. Et j'ai eu ma mère d'un côté et ma tante de l'autre pour me porter parce que je pouvais pas marcher. Excuse-moi. Mais oui, non, mais je comprends. C'est des choses où tu te dis, c'est pas toi l'essentiel, c'est ton bébé. Donc là, tu sais que lui, il est entre de bonnes mains, il est relié à plein de fils dans un lit d'hôpital, mais tu te dis, bon, bah là, par contre, humainement, c'est trop violent. Nous, on a eu quand même, alors, une chance, entre guillemets, c'est qu'on nous a informé que notre fils allait être placé, on nous a expliqué la procédure, on nous a demandé de nous rendre à la brigade des mineurs, de faire tout un tas de choses pour éviter ça. Et après, on nous a reçus 2 jours avant son placement pour nous dire, bon, écoutez, là, en fait, on va rentrer dans une autre phase, on va vous accompagner. Votre fils va être placé, c'est certain, mais on ne sait pas quand. Ça s'appelle une ordonnance de placement provisoire. Allez chercher un avocat, faites ce qu'il faut. Les délais, ce sera entre 8 et 15 jours avant que vous soyez reçu par un juge. Donc, de toute façon, votre fils sera à minima placé ce temps-là. Et nous, en fait, on a eu ces 2 jours-là déjà pour éviter qu'il soit placé en famille d'accueil. Parce qu'il y a des familles d'accueil qui reçoivent comme ça en urgence des enfants. Et pour te remettre dans le contexte, on parle quand même d'un bébé de 6 mois qui a failli mourir. Pour survivre, on a dû lui casser une partie de la boîte crânienne et lui insérer un corps étranger, une dérivation qui va de son cerveau, qui passe dans son cou, qui descend dans sa poitrine et arrive dans le péritoine. Donc, si tu veux, tu te dis là, il a aussi besoin physiquement des soins qui lui sont prodigués à l'hôpital, mais aussi de l'amour et du soutien de ses proches. Donc, ça nous a été refusé de le placer dans la famille. On a fait le nécessaire pour un placement chez un tiers digne de confiance. Le juge a refusé. La seule chose qu'il a accepté, c'est de le placer dans une pouponnière pas très loin de chez nous et hasard faisant, la pouponnière est au même endroit que là où j'ai accouché. Donc en fait, il était né là-bas et quelque part, il revivait un peu là-bas aussi, quoi. Mais pas avec moi. Et donc, il est resté combien de temps, voilà, dans cette pouponnière? Alors, il a été placé le 26 septembre, donc 12 jours après avoir été opéré. Il a fait 12 jours de réanimation. Le 26 septembre est arrivé le fameux fax et donc l'aide sociale à l'enfance est venue le chercher. On a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas intervention de police et que ça puisse se passer du mieux possible son départ. Et il est allé donc en pouponnière et du coup le délai légal dont je te parle de 8 à 15 jours, nous on a été reçus par le juge des enfants au bout de 13 jours et on a réussi à le faire sortir de la pouponnière, mais il n'est pas rentré à la maison tout de suite, hein. Il est sorti de la pouponnière pour retourner au CHU parce qu'on a pu signaler des manquements de soins sur place, donc c'est même ça que je trouve horrible. On ne nous a pas rendu notre fils parce qu'on estimait qu'on pouvait nous le rendre, mais aussi parce qu'il avait une de ses cicatrices qui s'était infectée. C'est un truc tout bête aussi, hein, mais la pouponnière n'avait pas de vêtements adaptés à sa taille, j'en avais ramené, mais il y a des process, on peut pas lui mettre tout de suite. Moralité, un bébé avec des grosses cicatrices se retrouve avec une salopette en velours sans body. Donc, le velours a frotté sur les cicatrices qui se sont infectées. J'ai pu faire des vidéos et des photos, le signaler au représentant de l'aide sociale à l'enfance et jouer de ça le jour du passage devant le juge pour qu'on réhospitalise Erwan et qui du coup effectivement a subi ponction lombaire, etc. avec suspicion de méningite bactérienne. Donc on est reparti dans un nouveau tsunami en sortant notre fils du placement. Alors on n'a jamais rien fait contre le lieu de placement parce que pour le coup ils étaient bien démunis aussi, victimes de procédures totalement désuètes où on met encore plus des enfants en danger, je trouve. Et voilà, donc du coup, il est officiellement sorti de la pouponnière 13 jours après son placement et il a fait de nouveau une grosse semaine d'hospitalisation avant de pouvoir rentrer à la maison. Donc concrètement, il est rentré chez nous, ça faisait déjà plus d'un mois que l'opération en tout cas s'était passée. Je connais que la date d'opération, j'ai pas de date précise sur ces secouements, mais la date de l'opération, c'est en tout cas à ça que je me fie. Et il est rentré à la maison un peu plus d'un mois après. Et alors, ce retour à la maison, cette nouvelle vie, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup de joie et beaucoup de violence à la fois parce que t'es d'un seul coup de nouveau chez toi. Cette maison que tu détestais, cette chambre vide tous les soirs dans lesquelles t'étais en zombie et là, ça y est, elle est de nouveau vivante, t'as ton bébé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'es livré à toi-même avec un petit bébé que tu as fabriqué, que tu as fait naître, dont tu t'es occupé. Et là, ton petit bébé, physiquement, il est changé parce qu'il a des besoins que tu lui connais pas encore. Et là, t'es livré à toi-même avec un petit bébé qui a
Donc, comme je le disais, des tuyaux que tu sens sous sa peau, des cicatrices visuelles qui te rappellent tous les jours sur la tête, dans le cou et sur le ventre ce qui vient de se passer. Tu sais aussi qu'on t'a rendu ton enfant, mais que tu as une mesure éducative. Il n'est pas sorti de la pouponnière comme ça, sans rien. Tu dois avoir les services sociaux qui vont venir à la maison. Tu as une obligation de soins à lui porter. Bon, ça, c'était pas très gênant parce qu'on avait pu prouver avec le carnet de santé qu'il avait eu tous les soins qu'il fallait. Mais en fait, tu es livré à toi-même. Donc, c'est-à-dire que concrètement, niveau date, à la mi-octobre, tu es chez toi avec un petit bébé et on te dit que l'aide sociale à l'enfance va venir. Moi, à ce moment-là, je me dis, quitte à rejeter la décision, à être en colère, autant la prendre positivement. Moi, là, j'ai besoin d'aide. Moi, je vais pas bien du tout. Et quand mon fils est là, je gère. Mais dès qu'il est couché, je suis une loque, en fait. J'ai tout plein de violences qui arrivent. Il n'y a pas de choix aussi que de retourner travailler à un moment et mon mari en a besoin. Donc, lui va retourner travailler. Une fois que notre fils est à la maison avec moi, il repart travailler parce que lui va finir fou. Moi, je me destine à mon fils et lui, ça va pas du tout. C'est plus la colère et la vengeance avec laquelle il a du mal à vivre. Et là, à ce moment-là, tu te dis, c'est seulement en décembre, 1 mois et demi après ton retour à la maison, où là, ça y est, on te dit, le suivi à domicile va commencer. Ok, les gars, mais en fait, on avait besoin de vous. On était totalement dépassés. On est en plein dans une affaire judiciaire qui tombe de je ne sais où. On a un enfant dont on ne sait pas comment il va grandir, qui est porteur de matériel interne. On ne sait même pas ce qu'il faut faire et on est totalement livré à nous-mêmes. On est totalement livré à nous-mêmes et c'est très difficile. Avec du recul, ça fait partie des moments les plus difficiles de cette histoire. Et ton beau-fils, qui avait quoi, 7 ans à l'époque? Ouais, il avait 7 ans. Comment ça se passe aussi pour lui? Parce que du coup, c'est encore un enfant. Ouais, je te remercie d'aborder le sujet parce que on est toujours concentré sur l'enfant qui est victime, mais on oublie en fait la globalité de toutes les victimes collatérales. Et en fait, on est passé d'une famille recomposée où il fallait s'adapter, faire de la place pour le grand pour pas qu'il se sente écarté avec l'arrivée de son petit frère, de quelque chose qui roulait plutôt bien, qui était pas parfait, mais qui roulait plutôt bien, une garde 1 semaine sur 2. Enfin voilà, on commençait à avoir vraiment un roulement. Je retourne travailler, on va s'adapter, tout ça. D'un coup d'un seul, clairement au démarrage, on a prévenu sa maman et on l'a, je pense, sans honte, oublié, mis de côté. Fallait d'une fois le protéger, mais aussi tout ce qu'on vivait, c'était tellement violent qu'on pensait plus à rien d'autre en fait. Il y avait que déjà notre bébé et comment on allait s'en sortir. Il a fallu après assez rapidement, on s'est dit il faut que mon mari ait expliqué la situation à son fils. Mon mari a eu beaucoup de difficultés à exprimer les choses, donc il a été envahi de beaucoup d'émotions à ce moment-là en parlant avec son grand. Donc heureusement ils ont pu gérer ça quand même ensemble avec la maman de mon beau-fils. Et puis après en fait c'était de dire on peut pas le reprendre parce que nous on va très mal. On sait qu'on va être convoqué par la police très vite, mais on sait pas quand. Et en fait, mon mari allait voir son fils chez son ex-conjointe, mais avait pas la force de le prendre à la maison parce qu'en fait, dès lors où on se retrouvait tous les deux, on était en colère, on pleurait beaucoup, on était très énervés, on a cassé des choses. Enfin, voilà, on se concentrait avec notre petit et dès que lui n'avait plus besoin de nous, là, c'était la débandade. On se soutenait mutuellement, mais en fait, on craquait pas en même temps. Donc, à chaque fois que l'un de nous deux craquait, heureusement, l'autre, à ce moment-là, ça allait, on cédait. Mais notre vie était très noire. Franchement, notre vie était très noire. Et lui, il avait 7 ans. Alors, il a souffert, j'en suis intimement persuadée qu'il a souffert de cette période, mais il a été épargné de voir ou d'entendre des choses qui l'auraient certainement traumatisé. Oui, le choix de l'écarter a été finalement, pendant ce moment vraiment du dur, a été le choix le plus juste, en tout cas pour vous, pour lui éviter des choses et à un moment où vous aviez pas la capacité et non plus l'énergie d'être à 100% pour lui, quoi. C'était le plus sensé pour lui, pour le protéger. Alors ça n'a duré qu'1 mois comme ça, parce qu'après il faut aussi se dire, nous en tant qu'adultes, on a pris cette décision à sa place, mais il faut aussi nous faire violence et lui recréer sa place. Alors on avait quand même pu, on l'a emmené à l'hôpital pour qu'il puisse voir son petit frère, ça c'était important. On voulait qu'il mette un visuel pour pas s'imaginer plein de choses. Au début, on n'a pas parlé de maltraitance, bien entendu. Bon, je sais plus comment ça s'est passé, mais il l'a su très vite. Et en fait, ce qui s'est passé de plutôt très grave pour nous, c'est qu'on avait demandé à la brigade des mineurs si notre grand allait être entendu, s'il fallait prendre des dispositions particulières. On nous avait dit que non, pas à ce stade. Donc, on était assez complices avec la maman à ce niveau-là pour la tenir informée. Et en fait, on a été appelé par la maman en branle-bas de combat pour nous dire que la police avait contacté la direction de son école. On était allé le chercher sur l'heure du midi. Et là, du coup, nous, on n'avait pas la foi de tout gérer. Donc, mon mari s'en est occupé. On a laissé carte blanche à la maman. Parce que là, scandale.
Scandale, notre petit garçon, notre grand garçon du coup de Mmh. l'époque, on n'a pas, enfin, on avait contacté sa maman d'abord, OK, mais c'est quand même sur un temps du midi, en mêlant la direction de l'école, en le Ouais. faisant quitter la cantine, Non, mais qu'il ouais. a été entendu. Et après on nous dit: «Mais il y avait des psychologues». Mais enfin, je vais le dire avec mes tripes, mais allez vous faire foutre en fait. Mmh. C'est honteux de faire ça à un enfant. Lui déjà, il subit de son petit âge la peur pour son petit frère. Bon, bah, ton petit frère, il va bien. Tu sais, c'était grave, il a été opéré, mais t'inquiète pas. On a beau essayer d'être positif, il voit que papa et Marie vont très mal, il vient moins à la maison, et là, on vient le chercher dans son école. Enfin, mais Mmh. mon Dieu, ça n'a pas de sens et c'est juste honteux. Et c'est bien aussi de le dire parce que, comme on le souligne, il y a plein de choses autour de l'acte, en fait. Il y a vraiment, et des victimes, collatérales et des choses, voilà, qui marqueront à vie. Où est-ce que vous en êtes tous les 4 là, 5 ans après? Bah écoute, 5 ans après, déjà, notre fils va plutôt bien. Bon, À mesure que le temps est passé, il était bien suivi. On lui a trouvé plein de professionnels médicaux, non sans mal pour tout mettre en place à travers les années, mais au moins il est suivi de près. Chaque petite chose qui a pu être trouvée a été, accompagnée et pris en charge, et l'est toujours. Donc aujourd'hui, il est en dernière année de maternelle et il quitte l'école 2 fois la semaine pour aller dans un centre spécialisé, et avoir ses rendez-vous médicaux. d'accord, Notre grand est maintenant au collège et il vit depuis quelque temps totalement chez sa maman. Il d'accord. vient chez nous un week-end sur 2 et pendant les vacances scolaires. C'est mieux ainsi aussi pour tout le monde. Ça se passe mieux, en tout cas nos rapports, depuis que c'est comme ça. Moi, j'ai repris le travail, alors sont arrivés après aussi les confinements avec la Covid, bien entendu, donc ça Oui, ça nous a un peu mis dans notre bulle, mais du coup, j'ai repris une vraie activité professionnelle à temps plein seulement cette année, donc en 2022. Donc il a fallu aussi, trouver d'autres moyens de tenir bon financièrement ces dernières années. Ça n'a pas été simple, et d'un point de vue juridique et judiciaire, donc notre, fils est sorti du coup de pouponnière en octobre 2017. On a eu une mesure éducative avec des passages devant les tribunaux jusqu'en juillet 2019. Les personnes qui nous accompagnaient de l'aide sociale à l'enfance faisaient des rapports positifs, demandaient à ce que le suivi s'arrête. Comme nous le disait l'éducatrice spécialisée, enfin, on s'entendait bien, elle m'a aidée psychologiquement, mais elle, c'était une perte de temps, une perte d'argent que de venir chez nous. Mais comme l'affaire judiciaire n'avançait pas, bah, du coup, c'était maintenu, donc jusqu'en juillet 2019. Et à côté de ça, on a été rappelés donc 8 mois après les faits. On avait donc été entendus quand on avait été porté plainte, hein, mon mari 2 heures et moi 4 heures. Et on insistait, on appelait souvent, il se passait rien. Toutes nos familles et nos amis ont défilé dans les bureaux de la brigade des mineurs. Et 8 mois après les faits, hasard faisant, c'était un week-end où on avait décidé de faire le baptême de notre fils et nous de nous marier un peu en surprise, on ne l'avait mmh, dit à presque personne. Et en fait, on se mariait le samedi et le jeudi, des policiers débarquent à la maison, me remettant une convocation donc pour une audition, et me précisant que ce serait bien de penser à faire garder mes enfants pour une durée indéterminée. Donc le message était assez clair que garde à vue allait suivre, c'était même plutôt sympa de leur part de me l'avoir dit. Et finalement, j'ai pu, bah, me marier et préserver un peu mon mari avant de dire: «Bon, bah, ça y est, quoi, le mariage est passé, le baptême est passé, mais bah, là, on y va». Et donc nous avons fait 26 heures de garde à vue. Il y ah avait eu oui. un changement de magistrat, qui avait décidé de reprendre l'affaire au début. En fait, les expertises médicales sur des enfants qui survivent sont assez difficiles à faire. Mmh. Donc il a été prouvé que notre fils a été secoué. Il a été prouvé qu'il a été secoué au moins 2 fois, donc 2 épisodes pas en même temps, donc sur des jours différents. Il a été prouvé que ça s'était passé, dans les quelques temps précédant, l'opération, mais comme il y a eu du coup, une assistante maternelle en journée et des parents le matin et le s bah, nous, on voulait se servir de ça, en fait, qui venait justement de commencer une garde, étonnamment que tout allait très bien avant et que là, tout s'était barré en sucette. Mmh. Et ça, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que l'expertise médicale peut pas être assez claire. Il y a notamment un épisode de secouement, on sait pas trop le situer. Il serait à peu près 15 jours avant l'opération, sauf que comme la garde a commencé 15 jours avant l'opération, si tu veux, ça vient un petit peu fausser le truc. Donc après, je peux pas rentrer dans trop de détails de Bien sûr. l'instruction. Oui, oui. Après, l'affaire est toujours en cours d'instruction, c'est-à-dire que on a payé plein de choses pour saisir le doyen des juges d'instruction et éviter un classement d'affaires. Voilà, 5 ans Mmh. après où on en est, vraisemblablement, il n'y aura jamais de justice pour notre petit garçon. Accessoirement, jamais de justice pour nous ou jamais de choses qui officiellement nous innocenteraient.
On a eu des excuses d'une juge pour enfants qui nous a dit qu'on avait déjà assez subi et que maintenant on allait nous laisser tranquilles. Enfin, c'est des petites choses, mais à entendre, ça fait beaucoup de bien pour la reconstruction. Eh oui, bien sûr. D'un point de vue judiciaire, il n'y a rien. C'est la fin de ce premier épisode. Je vous invite à écouter le deuxième, où on parle reconstruction, création de l'association Stop Bébé Secoué, la confrontation parfois pas toujours évidente aux autres, et l'après, les projets en cours, les perspectives. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.